Cet module 7, qui s'agit de l'analyse des investissements, est vraiment très important parce que très souvent, on voit que les entreprises, ils prennent des décisions d'investissement euh, sur une intuition, mais pas basée sur des calculs, des données objectives, des données réelles. Pour donner un exemple, 90% des rizeries, ils pensent que leurs de frais d'énergie sont un frais énorme, mais dans la réalité, quand on fait l'analyse, c'est ne que 2 ou 3% de coût de production. Donc, est-ce que c'est vraiment intéressant d'investir beaucoup de l'argent dans des plaques solaires? Normalement, non. C'est mieux d'utiliser ça pour, par exemple, acheter une nouvelle chaîne de transformation, parce que si on peut améliorer le rendement de transformation de 60 à 61%, on peut gagner beaucoup plus de l'argent qu'avec l'énergie solaire. À la fin de ce module, les apprenants seront capables d'énumérer les avantages de l'analyse des investissements, expliquer les trois types de stratégies d'analyse des investissements, le coût d'opportunité, l'analyse coût-avantage et le coût de la dette. Troisièmement, réaliser une analyse coût-avantage et finalement expliquer l'impact des deux types de taux d'intérêt sur la planification financière. Une analyse des investissements, c'est quoi donc alors? Une analyse d'investissement, c'est donc une méthode pour prendre des décisions sur les investissements dans des bâtiments, équipements, véhicules et autres choses en fonction des calculs financiers. Donc, il faut donc analyser les coûts, les risques, les avantages et les gains potentiels. Et pour cela, il faut donc, par exemple, utiliser une flux de trésorerie et le taux de rendement. Donc, l'objectif d'une analyse d'investissement, c'est vraiment de prendre une décision judicieuse, pas basée sur intuition, mais sur les vraies données et sur des vrais calculs. Parce que finalement, nos ressources financières comme entreprise sont limitées. On peut utiliser l'argent seulement une fois et donc il faut donc l'utiliser l'argent pour investir dans des choses qui donnent le maximum de rendement ou bien le maximum de retour sur investissement. Autrement dit, si on a le choix d'investir dans un nouveau camion pour chercher le paddy ou bien un nouveau chaîne de transformation, il faut donc calculer les avantages des deux côtés et à baser des calculs et évaluation des risques et avantages et désavantages, prendre des décisions maintenant. Il y a donc plusieurs avantages de l'analyse des investissements. Ça aide les investisseurs à comprendre leur placement. On peut identifier les investissements sous-évalués, aide à évaluer les risques et les rendements potentiels des investissements. Et pour une entreprise, si on parle des investissements dans l'entreprise même, c'est cet aspect-là qui est le plus important et finalement permet aux investisseurs de créer un portefeuille diversifié. Mais donc ça, c'est aussi donc un peu point de vue des investisseurs, mais point de vue de Rizery, c'est le numéro 3 qui est le plus important. Et il faut dire aussi que ça aide l'entrepreneur à prendre des choix stratégiques et utiliser dans le maximum l'argent limité, les ressources limitées qui sont disponibles au niveau de l'entreprise. Nous avons donc trois méthodes pour analyser les investissements. Il y a une analyse coût-avantage, analyse des coûts d'opportunité et coût de la dette. On va donc commencer avec analyse coût-avantage, la première méthode. C'est quoi? L'analyse coût-avantage permet de déterminer si investir votre argent dans un projet, une activité est une décision judicieuse.
Elle prend en compte les coûts, les risques potentiels ainsi que les gains attendus. Et cet outil vous aide à orienter vos décisions d'investissement en estimant les bénéfices que vous pourriez en tirer. Autrement dit, on va faire des calculs, hein, de coût d'investissement et les bénéfices qu'on peut tirer. Et à la fin, on sait si c'est un bon investissement ou non. Une autre chose qui n'est pas mentionnée sur le slide ici, qui est aussi important, on peut faire une analyse coût-avantage plusieurs fois et comparer les différents investissements dans un véhicule, dans une chaîne de transformation, dans un bâtiment et finalement choisir l'option qui a le meilleur rapport coût-avantage. Ok, quelles sont les 5 étapes dans une analyse coût-avantage? D'abord, définir l'objectif d'investissement. Donc, par exemple, c'est donc la définition d'un projet d'investissement. Donc, option 1 peut être, on va investir dans une camion remorque qui va nous permettre de transporter le paddy au niveau des producteurs ou coopératifs jusqu'à la rizerie. Avec cela, on espère qu'on peut économiser sur nos coûts de transport parce que les contractants indépendants sont chers, ils ne sont pas fiables et on espère qu'on peut également donc obtenir plus de paddy. Deuxième option, on va remplacer notre ancienne chaîne de transformation, nos équipements. Et avec cela, on espère qu'on peut augmenter le rendement dans notre rizerie et également on peut améliorer notre qualité. Donc voilà quelques exemples de définition. La deuxième étape, c'est maintenant examiner les différents investissements. Donc, il faut donc trouver tous les coûts associés, mais aussi lister tous les avantages sur cet investissement. Donc, si on prend le cas de camion, hein, on va faire notre propre transport. Il y a l'achat de camions, il y a l'enregistrement officiel, peut-être le transport. Il y a une assurance qui vient avec un camion, il y a un chauffeur, il y a l'entretien de ce camion-là. Donc, beaucoup de frais sont associés avec ça. Puis, il y a aussi le coût de transport parce qu'il y a maintenant le carburant et il y a aussi donc les frais d'un chauffeur. Ça, c'est donc un exemple d'examination des coûts. D'autre côté, il faut aussi donc examiner les avantages. Et dans ce cas-là, il s'agit donc de regarder combien nous sommes en train de payer actuellement pour le transport par kilogramme de paddy. Et il faut également donc estimer la quantité de paddy additionnel qu'on peut obtenir avec ce transport plus fiable. Et on connaît normalement déjà notre marge brute sur chaque kilogramme de paddy qu'on va transformer. Donc avec cela, on peut aussi estimer les recettes additionnelles qu'on peut obtenir avec notre propre transport. C'est aussi bien possible qu'il y a des sous-options. Il faut examiner, par exemple, est-ce qu'on va avoir un chauffeur en plein temps ou bien occasionnel. Autre chose à examiner, est-ce qu'on peut utiliser le camion hors saison pour autre chose, pour encore mieux rentabiliser. La troisième étape, est donc, ça suit donc étape 2, c'est évaluation des risques et les bénéfices, mais donc également les coûts. Parce qu'il y a aussi un risque qui est associé avec votre propre transport. C'est bien connu que dans plusieurs des pays, si le monitorage des chauffeurs n'est pas bien fait, ils vont utiliser votre véhicule pour faire son propre business à côté. Il y a souvent des vols. Il y a donc la gestion de transport, c'est pas facile. Donc, il faut donc lister aussi les risques.
Étape 4 est maintenant évaluer les coûts et les rendements financiers de l'investissement. Donc c'est à ce moment-là, on va faire notre calcul et arriver avec une chiffre. Si c'est positif, normalement on peut investir. Et si les recettes sont plus élevées que les frais, sinon il ne faut pas investir. Et si on a plusieurs des investissements qu'on peut faire, on arrive à étape 5 qui est la sélection des meilleurs investissements à partir des informations disponibles. Donc peut-être le bénéfice d'organiser notre propre transport, c'est 50 millions. Le bénéfice d'investir dans une nouvelle chaîne de transformation, c'est 150 millions. Dans ce cas-là, c'est mieux d'investir dans les nouvelles chaînes de transformation. Maintenant, on va faire un scénario d'analyse coût-avantage. On regarde la rizerie super qui a une perte de chiffre d'affaires parce qu'il y a un manque de paddy et donc il y a des ruptures de stock de riz transformé. L'objectif est d'augmenter les ventes en augmentant l'offre pour répondre à la demande. Ça, c'est l'objectif de l'entreprise. Et l'objectif de cette analyse coût-bénéfice est de déterminer la solution pour obtenir plus de paddy. L'entreprise a défini trois options, trois possibilités pour augmenter la quantité de paddy. Option 1, investir dans un programme de multiplication de semences. On suppose qu'il y a un problème au niveau des semences des producteurs qui jouent sur le rendement. Et l'idée, c'est donc de les aider d'obtenir de bonnes semences qui va augmenter le rendement. Et après, on espère que le producteur va vendre cette paddy additionnelle à nous, à Rizerie. La deuxième option est de faciliter l'accès au financement pour les agriculteurs. Je suppose le problème qu'on a vu, c'est qu'ils n'ont pas l'argent pour de bonnes semences, ils n'ont pas l'argent pour les fertilisants et j'ajoute encore sur le rendement. Et la troisième option, c'est donc de réduire les activités de la rizerie. Donc, on va donc calculer aussi la perte. Et peut-être c'est moins cher de juste produire moins que d'investir dans les autres options. Donc, dans ce scénario, on peut évaluer les coûts et les avantages. Les coûts de l'option de programme de semences, c'est le personnel supplémentaire, le coût de semences de base, le coût d'irrigation et des intrants pour les agriculteurs qui vont produire la semence pour les producteurs, la complexité dans la gestion parce qu'on a encore une autre activité et aussi le temps, l'attention de personnel fixe. Les avantages, semences de paddy de meilleure qualité qui vont donc probablement résultera à un rendement plus élevé, usinage plus fiable, meilleur taux de conversion. Si la qualité de semences est meilleure, on espère qu'on a aussi donc une meilleure qualité de paddy et donc un meilleur rendement. Augmentation de l'utilisation de la capacité d'usinage et donc finalement plus de paddy et donc plus de production. Maintenant, on va donc rendre à l'étape 4, évaluation des coûts et des rendements financiers de l'investissement. L'hypothèse est que le programme finance la multiplication de semences et puis vend la semence auprès des agriculteurs. Donc les agriculteurs vont payer pour cela, mais ça sera sur crédit, donc un crédit intrant. Et donc, quels sont donc les coûts ou bien l'échelle? On a besoin de 240 000
kg ou tonnes de semences. Pour 2 saisons, on va avoir un rendement par hectare de 5 000 kg. Il s'agit de 24 hectares et 1 hectare par agriculteur. Donc ce sont des estimations qu'il faut pour après faire des calculs. Voilà le calcul coût-avantage. On va commencer avec le coût de production. On suppose on a besoin de 2 personnes en permanence, une gestionnaire de programme avec beaucoup de qualifications, expérience et un assistant. Et le coût total de ces 2 personnes sont 60 000 € par an. Et puis il faut payer pour la certification, on suppose 2 000 €, la certification de semences. Le coût de production de semences, on a calculé ça à 80 centimes € par kilogramme. Donc, il s'agit de semences de base, s'agit les intrants comme par exemple les produits chimiques, les fertilisants, le main-d'œuvre, peut-être l'eau, tout ça ensemble est 80 centimes par kilogramme de semences vendues. Et donc le coût total de semences est 182 000 €, de 240 000 kg de semences fois le 80 centimes. Ici, on ajoute maintenant le coût fixe de 62 000. On arrive à un coût total de production de 254 000 €. Sur les avantages, on a deux formes de recettes. Premièrement, c'est la vente de semences. On peut vendre donc 900 à 900 € le tonne ou bien 90 centimes le kilo. Le volume est donc 240 tonnes. Mais on suppose on a également un défaut sur les entrées de 10%. Autrement dit, 10% des semences fournies n'est pas remboursé par les producteurs. Et ensemble, notre recette est de 194 400 €. Donc, pas tous les frais de production sont couverts par le prix de vente. Dans ce scénario, on a choisi de fournir la sémence à un coût subventionné aux producteurs. C'est un choix. Maintenant, l'autre recette, c'est le bénéfice sur le paddy supplémentaire. Et on suppose que la sémence améliorée peut donner un rendement supplémentaire de 500 kg ou bien une demi-tonne par hectare. Et dans notre programme, on a 2000 hectares de culture pluviale et 2000 hectares irrigués, dont on a 2 saisons de production. Donc maintenant, on peut calculer le tonne de paddy supplémentaire qu'on va recevoir à cause de cette intervention. C'est donc une demi-tonne fois 2000 hectares pluviales et plus une demi-tonne fois 2000 hectares en irrigation fois 2 saisons. En total, on peut obtenir 3000 tonnes paddy additionnelles. On suppose que notre recette nette par tonne, on doit normalement connaître ça, c'est 100 € par tonne. Donc on gagne pour chaque tonne de paddy qu'on transforme 100 €. Et donc le bénéfice net total provenant du paddy supplémentaire est 300 000 €. C'est le 3000 tonnes fois le 100 €. Maintenant, on peut ajouter les deux types de recettes, donc la recette de vente de semences et le bénéfice provenant du paddy supplémentaire. Et les recettes en total sont 194 400 €. Et on diminue maintenant les avantages, moins le frais de 254 000 € et le bénéfice net de cet investissement
est donc 240 400 euros. Donc la conclusion, c'est que c'est un investissement qui est rentable. Maintenant, on peut faire le même calcul, le même exercice pour les deux autres options qu'on a définies. Et à la fin, on peut donc faire la comparaison entre les trois options pour voir quelle option est la meilleure, quelle est l'option avec les bénéfices plus élevés. Maintenant, quels sont les avantages et les inconvénients de cette méthode? L'avantage, c'est qu'on a une analyse fondée sur des données et une prise de décision plus approfondie et potentiellement plus fiable. Un autre avantage qui n'est pas sur la diapo, mais qui à mon avis est aussi important, c'est que ça donne déjà aussi des objectifs clairs par rapport à l'activité. Donc si on choisit par exemple si nous choisissons l'option de production de semences, on a déjà nos objectifs définis, qui sont un certain coût de production, une paddy supplémentaire de 500 kg par hectare, etc. Les inconvénients sont que l'analyse est basée vraiment sur des hypothèses et des prévisions. On suppose qu'on peut avoir 500 kg additionnels par tonne. Et donc, on a besoin de quelqu'un avec une expertise, une certaine connaissance et expérience sur le sujet, dans ce cas, la production de semences, et aussi expertise financière pour faire une analyse fiable. Maintenant, une deuxième méthode pour analyser un investissement, c'est de regarder le coût d'opportunité. Le coût d'opportunité, c'est quoi? C'est la valeur qu'une entreprise perd lorsqu'elle choisit une option plutôt qu'une autre. Cette perte peut se traduire en termes d'argent, de productivité ou d'efficacité. La logique est que on peut utiliser l'argent une seule fois et par utiliser l'argent, par exemple, pour acheter un camion, on ne peut pas utiliser le même montant pour investir dans une chaîne de transformation, un nouveau bâtiment ou bien un programme d'accompagnement des producteurs. Et donc, les bénéfices nets qu'on perd parce qu'on n'investit pas dans un programme de producteurs, on peut dire que ça c'est le coût d'opportunité si on investit dans un camion. Ici, on a un exemple de rizerie super qui a un montant de 100 000 euros. Et la rizerie peut acheter un camion ou bien acheter du riz paddy avec le montant. Le retour sur investissement avec un camion est 9%. Donc, on peut gagner 9 000 euros. On suppose peut-être que ce sont les frais qu'on va éviter de location. Et on peut acheter du riz paddy. Et là, l'argent qu'on peut gagner par utiliser les 100 000 euros comme fonds de roulement et acheter encore plus de paddy, c'est 15 000 euros. Dans ce cas-là, le rizerie choisit l'option 2. Le coût d'opportunité sont 15 000 moins 9 000 euros et c'est 6 000 euros. Le coût de la dette, c'est donc le calcul du taux d'intérêt qu'une rizerie paye sur un prêt. Donc, par exemple, si on prend un fonds de roulement de 100 000 euros, il y a un frais d'intérêt et ça, c'est donc aussi un coût qu'il faut regarder dans notre calcul de bénéfices. Maintenant, un aspect essentiel à comprendre, c'est qu'il y a deux types de taux d'intérêt. Il y a le taux d'intérêt nominal. Tout le monde comprend le nominal. C'est le taux d'intérêt d'un prêt
Et ça, c'est comme un pourcentage qui indique le montant que l'entreprise doit rembourser à la banque. Donc, par exemple, le taux d'intérêt de 30%, si on a un prêt de 100 000 euros, il faut payer par an 30 000 euros comme intérêt. Très souvent, les entreprises disent non, le crédit est trop cher. Parce que comment je peux payer 30% d'intérêt? Mais la réalité est que pour faire ce constat, il ne faut pas regarder le taux d'intérêt nominal, il faut regarder le taux d'intérêt réel. Et le taux d'intérêt réel tient compte de l'inflation pour donner une mesure plus précise du coût de la dette. Le taux d'intérêt réel est le taux nominal moins le taux d'inflation. Et pourquoi est-ce que l'inflation est importante? C'est parce que si aujourd'hui je prends un crédit de 100 euros et on a beaucoup d'inflation, par exemple 30%, la valeur de ce montant, quand je rembourse la banque dans une année, n'est pas la même chose. Hein. Avec un taux d'inflation de 30%, la valeur de même montant au moment de remboursement une année après, c'est seulement 70 euros. Donc, s'il n'y a pas un taux d'intérêt, la banque va perdre 30 euros sur cette transaction. Parce qu'ils ont récupéré maintenant le 100 euros, mais la valeur de 700 euros en réalité n'est plus 100 euros. C'est devenu 70 euros. On ne peut pas acheter la même quantité de nourriture ou bien autre chose avec le 100 euros qu'au moment que le crédit est donné. Euh, donc, c'est pour cela que le taux d'intérêt nominal est toujours supérieur à le taux d'inflation, la prévision de taux de l'inflation. Maintenant, on va calculer donc le coût de la dette avec le taux d'intérêt nominal et le taux d'intérêt réel. Dans cet exemple, on a la banque qui va prêter à l'usine 100 000 euros à un taux d'intérêt de 30% pour an. Et il s'agit d'un prêt payable mensuellement pendant 5 ans. Et le taux d'inflation est de 25%. Maintenant, le taux ou bien le coût d'intérêt nominal sont les frais d'intérêt. C'est le prêt fois le taux fois la durée. Donc, on paye 100 000 euros fois 30% ou 0,3 fois 5 ans. En total, pendant les 5 ans, on va payer 150 000 euros comme intérêt. Mais quand on regarde maintenant le taux d'intérêt réel, on voit que le taux d'intérêt réel est 30%, le taux nominal, moins l'inflation de 25%. Donc réellement, on paye seulement 5% d'intérêt réel. Et donc 5% fois 100 000 euros fois 5 ans, c'est 25 000 euros. Donc, le coût réel est 25 000 euros. Et cette notion est très importante parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui refusent le crédit parce qu'ils disent que c'est trop cher, mais avec le taux d'inflation qui est énorme, dans la réalité, le crédit n'est pas du tout cher. Parce qu'on se pose aussi que si on doit rembourser le montant à la fin de l'année, notre prix de vente à cause de l'inflation a aussi augmenté avec 25%. Donc notre capacité de rembourser cet prêt va aussi augmenter. Et à la longue, s'il y a un prêt de 20 ans ou 15 ou 20 ans, avec beaucoup d'inflation, cet prêt à rembourser, le montant à rembourser va en fait évaporer à cause de l'inflation. Par exemple, si vous avez pris un prêt de 100 euros
il y a 15 ans, c'était un montant grand, mais à la jour d'aujourd'hui, là, même 100 € n'est plus un grand montant.